Bonjour Mike Fédé. Salut. Merci d'avoir accepté cette interview. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédien, plus particulièrement dans le doublage. Pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer comment t'es venu cette envie de devenir comédien? Alors, j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est tellement... C'est pas nul, mais c'est David Hasselhoff. C'est Alerte à Malibu. D'accord. C'est pas le truc très waouh parce que je suis allé à la Comédie Française ou quoi. Ouais. C'est voilà, quand j'étais gamin, on avait Alerte à Malibu qui passait en Martinique parce que je suis originaire de là-bas. Ok. Et que j'ai vu cette série, je dis à ma mère, je veux faire ça. Elle me fait Sauveteur des mers ou c'est comment? Et du coup, je lui ai dit non, je veux jouer, machin et tout. Et bon, ils ont été très. Mes parents, j'ai eu beaucoup de chance parce que ils ont soutenu, mais quand même très. Oula, mais tu sais comment ça se passe, c'est très compliqué, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, quoi. Donc du coup, voilà, ils ont été très prudents. Le contrat, c'était vas-y, passe ton bac et après, tu vois. Et donc voilà, j'ai d'abord eu le parcours théâtral, une école, l'école Claude Mathieu dans le 18e. D'accord. J'ai quitté la Martinique pour ça. Et voilà, donc ouais, non, c'est en mode slip rouge, David Hasselhoff. Ok, ça marche. Donc du coup, t'es venu à Paris, donc t'as fait tes études de comédie. Ouais. Ensuite, à quel moment t'es arrivé dans le doublage? Alors, je suis arrivé dans le doublage grâce à mon big bro Jean-Marc Panetier. Okay. Voilà, de toute façon, dans le doublage, moi, c'est que des rencontres, des vraies belles rencontres. Et donc, on s'est rencontrés avec Jean-Marc et il m'a dit, écoute, viens voir ce que ça donne et tout, voilà, dans quoi je suis et tout. Donc, j'ai regardé, il m'a donné son site pour voir que c'était quelque chose de sérieux et tout. Et j'arrive donc chez Dubbing dans cette grande salle où je me dis putain c'est un écran de cinéma, c'est le waouh quoi. Je me dis bon qu'est-ce que ça va être, c'est quoi le doublage? Et je vois comment ça se passe, il me dit écoute fais mon stage comme ça, tu vas t'aguerrir et du coup surtout tu pourras bosser quoi. Et donc j'ai fait son stage et j'ai pu rencontrer derrière lui, au moment où il faisait passer un essai, il m'a fait passer un essai et j'ai rencontré Marjorie France. Et Marjorie voilà, m'a donné des petits rôles dans des séries qu'elle avait sur le moment, dont un gros rôle dans un téléfilm, Whitney, autour de Whitney Houston. Ouais. Et après, voilà, tout s'est enclenché. J'ai pu ensuite rencontrer ma petite fée Magali Barnet et bien d'autres qui du coup, voilà, sont sur mon chemin au bon moment. Et c'est génial parce que pour l'instant, je n'ai rencontré que des personnes hyper bienveillantes. Et je crois que c'est ça qui me plaît le plus dans ce métier, c'est les personnes que je rencontre. Voilà, je ne fais pas forcément la démarche d'aller vers, de demander à rencontrer et tout ça. Ça se fait. Ça se fait au bon moment. Il y a plein de gens que je ne connais pas encore, mais je crois que je les rencontre au bon moment de leur vie, du métier, de mon expérience. Ouais. Voilà. Ok. Du coup, Whitney, justement, c'était ton premier premier doublage sur un rôle important? Ah ouais, sur un rôle aussi important, oui. Okay. Justement. Voilà, c'était vraiment un gros coup de confiance de la part de Marjorie et je me suis dit bon il faut pas le chier quoi ça. Ouais, c'est ça, parce que du coup c'était un rôle très important, c'était le rôle de Bobby Brown. Exactement. Interprété par Arlène Escarpeta. Oui. Est-ce que, déjà c'était ton premier rôle, mais en plus, est-ce qu'un rôle important comme ça sur c'est pas un personnage de composition, c'est une personne qui existe, une vraie histoire, oui. Est-ce que ça met une pression supplémentaire? Alors, la seule pression que j'avais, c'était de ne pas décevoir Marjorie. Et surtout, c'était Marie-Eugénie qui était avec moi. On pouvait du coup jouer ensemble, donc c'était cool. Et j'étais en mode, bon, ok, j'ai une pointure à côté de moi, j'ai une nana qui me fait super confiance, tu vas pas te chier. Donc du coup, j'étais vraiment concentré sur le jeu, le perso. Oui, c'était la bonne chose à faire, c'est juste que ça me fait passer beaucoup de temps sans travailler. Mes fans attendent tous le prochain. Oh non, Bobby, c'est impossible ça. Écoute, t'en sais rien, t'écris pas toi. Tu sais pas ce que c'est d'être loin du studio pendant longtemps. Tu peux écrire pendant qu'on est sur la route? Non, c'est pas possible de se concentrer. Ça va bien se passer, tout va très bien se passer. Donc en soi, j'avais pas tant le stress mince, comment dire ça?
J'avais pas le stress du personnage, de la personnalité qui était Bobby Brown. J'étais plus en mode, ok, fais bien ton taf, joue, et voilà. Ça, c'est bien nos étudiants en théâtre. Dis-moi, tu veux court ou très court? Je sais pas ce que ça donne. Quoi, tu sais pas ce que tu préfères? Tu les veux courts comment? J'en sais rien. Tu dois bien savoir ce que tu préfères. Bah, court. C'est bien pour commencer. Dans la série Dear White People, tu doubles Brandon Bell dans le rôle de Troy. C'est Magali Bernet justement qui dirige cette série. Comment tu as été casté pour ce doublage? Eh ben, écoute, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais en Martinique et Magali, du coup, me dit voilà, il y a telle série et j'aimerais bien, je vais proposer ton nom. Il faut des dispos, c'est le premier rôle. Voilà, je savais pas pourquoi. Et puis j'arrive, et donc finalement je suis choisi comme ça. Et il fallait aussi du coup envoyer quand même des samples, hein, des bandes démos et tout ça. Donc ça s'est plutôt fait comme ça. Et puis j'arrive et la première scène, grosse scène de baise. Grosse scène de baise et tout. On se connaissait à peine avec Magali, tu vois. Je fais mais pourquoi t'as pensé à moi? Et du coup, ouais, c'était une super expérience. Pareil, ouais, un premier rôle principal aussi dans une série. Et ça a suivi avec Magali qui m'a fait des très beaux cadeaux. Tu l'annonces déjà sur les réseaux? Il n'y a rien à annoncer, elles sont parties. Je bosse sur ce plan à 3 depuis des jours. Et en fait, c'est des vraies lesbiennes qui veulent juste acheter de l'herbe. Tu veux dire 2 femmes qui s'aiment et qui se contrefoutent du plaisir d'un hétéro? Je suis sans voix. Tu me comprends? Depuis 2020, tu prêtes ta voix à Jonathan Davis dans la série Outer Banks, dans le rôle de Pop. Décris-nous un petit peu la série et ton personnage. Alors, Outer Banks, c'est pour moi une série où... Donc, on a passé les essais, tu vois, et tu dis, bah, une nouvelle série d'ados et tout ça. Moi, je suis pas trop sur les ados, donc je me dis, bon, si ça passe, c'est cool. Et puis, je crois que tous, on s'est laissé prendre par la série, parce que voilà, c'est une bande d'ados qui découvrent que voilà, il y a le père d'un de leurs potes qui était à la recherche d'un trésor. Et donc cette chasse au trésor, t'es vachement dedans avec eux. Moi j'avais envie de savoir. J'avais envie de savoir, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et tout sous couvert voilà, de grosses rivalités entre 2 bandes rivales, aussi 2 classes sociales. Et je comprends que ça ait beaucoup de succès. On va être à la 3e saison. Ouais. Et mon personnage, il a beaucoup évolué aussi dans la saison 2. Beaucoup de choses très personnelles, très identitaires. Et ça, j'aime beaucoup en ce moment avoir de telles choses à défendre dans des rôles, même si ce n'est pas notre histoire en France, mais il y a quelque chose qui vient voilà, de la provenance, qui bouscule à l'intérieur et que ça fait du bien de pouvoir jouer, de pouvoir dire ces mots qu'on a envie d'éructer dans la rue comme ça, parce que nous aussi, on a un stress de la vie sociale en ce moment. Donc, de pouvoir le faire à travers mon métier, ça fait du bien aussi. Donc, Outer Banks, mais on kiffe de ouf. On me demande mais, tellement de dédicaces par rapport à ça. Ah ouais. Et je me dis, mais waouh, quoi, c'est... ça prend une ampleur, cette série, qui est assez dingue. Attends, pourquoi moi? Parce que tu viens pas. Pourquoi? Écoute, il y a des variables dépendantes et des variables indépendantes. Et t'es une indépendante. Avec toi, on sait jamais à quoi faire. T'as envie de faire tout le temps des trucs. Écoutez-moi. Dans American Horror Story, tu doubles Billy Porter, qui est ensuite retrouvé dans la série Pose. Comment s'est passée cette rencontre vocale avec cet acteur? Alors, Billy, en fait, c'est d'abord une rencontre dans Pose, et après j'ai pu le suivre. C'était d'abord dans Pose. Pose était dans la première saison. Et donc Pose, c'est assez drôle parce que j'ai un ami qui me dit ah, cette série et tout ça, essaie de trouver un rôle de doublage là-dedans et tout. Je regarde, je fais ah ouais putain ça a l'air canon. Et là j'en parle un jour à Magali Bernet. Je fais Magali, dis-moi, est-ce que t'as entendu parler de ça? Elle me fait non, bon, je sais pas, mais si c'était le client, peut-être que ça sera là, je verrai. 2 semaines plus tard, elle me rappelle, elle me fait devine qui c'est qui va faire Pause. Je fais non. Je fais trouve-moi un truc. Trouve-moi un petit truc, je sais pas. Et elle me fait écoute, je vois pas, mais il y a peut-être un coup de poker à faire là-dessus. C'est
c'est pas que c'est pas toi, elle me dit mais il est plus vieux que toi, donc il faut voir, il y a des essais. Et je passe les essais en mode bon bah ouais, le mec il est vachement plus vieux et tout, mais du coup je lâche un truc et tout, et puis je l'entends rire derrière en mode ah là là tu m'éclates. Et elle fait bon bah écoute, on verra bien, c'est plus dans ses mains. Mais je crois que je me suis tellement lâché de me dire bon bah ouais ça sera pas pour moi, enfin je vais pas le décrocher, que j'ai lâché le truc, j'y suis allé à fond et ça l'a fait, et super expérience. Pause, je crois que c'est vraiment une série qui me tient énormément à cœur dans ma carrière pour l'instant, parce que tellement de choses à jouer, tellement de vérité, tellement de choses que je défends moi aussi dans la vie, dans la communauté LGBT, que ce soit contre les discriminations, pour la visibilité LGBT, surtout des trans. Bah voilà, j'étais très fier d'être sur cette série. T'as déjà des symptômes? Non. Tu sais ce qu'il te reste à faire alors. Continue ta vie. Chausse les plus hauts talons possibles et retourne profiter du grand monde. T'es pas encore morte, chérie. Y a rien de plus dramatique qu'une diva qui chouine. Je pleure pas de tristesse. Dans la série Fear the Walking Dead, alors là, complètement une autre ambiance. Ouais. Tu doubles Colby Holman dans le rôle de Wes. Tu connaissais la série avant de faire le doublage de Wes ou pas du tout? Alors moi, je suis un grand fan. Grand fan des Walking Dead, de Fear. Et quand Benoît Dupac m'a contacté pour ça, j'étais super content. Et en mode, waouh quoi. Surtout que des persos, des fois, qui apparaissent comme ça, ils ont une phrase par-ci, une phrase par-là et tout ça. Et après, des fois, tu te dis, putain, ils commencent à parler, ils commencent à être là, installés, quoi. Et Benoît, il avait senti ça. Il me dit, lui, là, il va rester. Et du coup, après, c'est vrai que c'était hyper aléatoire. Des fois, il pouvait limite se passer une saison sans qu'il soit vraiment là. Ouais, il y a une et puis période qu'on où le il était retrouve. Et puis voilà, mais je n'en dis pas plus. Parce qu'on essaie De sauver les survivants. Oui, je sais. J'ai vu votre petit film. Je veux pas te faire de peine, mais je suis pas comme la meuf du champ de mine. J'ai pas besoin que vous veniez consoler mon âme meurtrie ou que vous me montriez la voie. Ce gars, c'est un salaud. Ça s'arrête là. Je veux juste récupérer ce qu'il m'a pris. Tu as également doublé Eric Coffey dans le rôle de Mark dans la série futuriste The One. Oui. Dans Qui a tué Sarah, la série espagnole de Netflix, tu doubles Alejandro Nones dans le rôle de Rodolfo. Est-ce que ce rôle, justement, est-ce que ce rôle était différent de ce que tu avais déjà fait au niveau du doublage? Alors, Rodolfo, ouais, carrément. C'est une grosse compo vocale. Ouais. Parce que le comédien, il est comme ça, il est hyper sombre, il se flagelle, oh là là, et machin, et mon papa, et Sarah, nana. Mais je leur ai dit à tous en faisant la série, parce que tout le monde disait, c'était en mode, ouais, c'est un autre style de jeu, c'est d'autres codes, parce que c'est limite quand même un peu telenovelas, en mode plus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais tellement bercé avec ça aux Antilles, où on en bouffe des telenovelas, on est trop fan de ça et tout. J'aurais dit, ça passe sur Netflix, ça va être un succès, vous allez voir. Ils m'ont dit, ah ouais, et puis tout le monde était en mode, oh putain, ouais, c'est grave. Voilà, pareil comme Marotte Bang, ça prend un truc, tu comprends pas. Et donc ouais, je le compose de ouf parce que j'essaie, voilà, moi, de pouvoir faire quelque chose de différent et puis d'aller vraiment dans mes graves que j'ai, mais qui sont pas de ma voix parlée tous les jours. Mais c'est cool, c'était autre chose à faire. Et puis voilà, au moins j'ai envie de me challenger sur un autre truc, quoi. Pauvre merde, dégage de chez. Écoute, j'aimerais que tu laisses le fils de ma femme en dehors de tes plans morbides. Bruno est un bon gamin, Alex. De quoi tu parles? Les photos que tu lui as envoyées. Quelles photos? Si c'est pas toi qui les as envoyées, c'est qui? J'en ai aucune idée, mais je peux te garantir que c'est pas moi. Et dans The One, tu m'as parlé de The One. Ouais. Et ouais, dans The One, ce que j'aime bien en fait, c'est Claire Barada, donc qui le dirigeait. On a vraiment essayé d'être, comme dans tout doublage de toute façon, mais c'est un jeu anglais. Et je trouve qu'ils sont tellement précis dans leur façon de jouer et tout. Il faut faire attention de ne pas tomber aussi dans la musique anglaise. C'est un phrasé très, très particulier. Mais c'était un vrai bonheur de jouer ça. Alors, pas trop dans la composition, mais ouais, voilà, d'histoire de
pas tricher dans ce qu'ils font. Puis l'histoire est top aussi. Ouais. L'histoire est juste incroyable. Ouais. Dis-moi comment sauver notre couple. Je te l'ai déjà dit. Mais tu refuses. J'ai pas envie d'aller chez ma mère. C'est bien ce que je dis. Alors fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parmi ces différents doublages, et également ceux qu'on n'a pas cités, lequel a été pour toi le plus difficile à faire? Ce qui est compliqué, ce sont parfois des essais. D'accord. Ou comme tu as que des bribes et tout ça, donc le DA te dirige très bien évidemment puisqu'il a la vue d'ensemble, mais il y a des fois c'est difficile de choper certains trucs et je sens, et je me souviens d'un essai comme ça où la DA est venue, on se connaissait pas et j'étais rentré à la maison et j'étais en mode putain, mais c'est pas tant le fait d'avoir loupé un essai, mais c'était de me dire mince, elle a pas vu ce que je pouvais lui donner, ou qu'on puisse bosser ensemble, et que là j'étais à 40% et tout, et je me souviens, elle est venue, elle m'a mis la main sur les, elle a fait c'est pas sincère ce que tu fais. Et là, mon cœur, c'est parce que j'essaie tellement d'être au max de la sincérité que là j'étais en mode mince, putain, j'avais envie de lui plaire. Ouais. J'avais envie de lui plaire et le rôle, bon, bah, je l'ai pas, c'est pas grave. Mais je me disais mince, parce que je sais qu'on pourrait se rencontrer dans le travail et qu'elle doit se dire oh, bah putain, ce mec, Mike fait le fake, quoi, tu vois. Et je me dis mince, mais ça va, mais franchement, c'était que dans ma tête parce que maintenant on bosse ensemble, donc il n'y a pas de souci. Mais ça a été mon petit souvenir un peu crève-cœur qu'il y a. Lequel t'a laissé le meilleur souvenir? Alors le meilleur souvenir, il y en a beaucoup, mais évidemment, bah, j'ai mon coup de cœur, c'est Pause. Ouais. Gardez la tête, froid. Oui, la voilà, telle une gazelle, une hirondelle, la demoiselle nous ensorcelle. On dirait une Virginia Slim rouge, cherchez je note. C'est clairement Pause. J'en ai d'autres en fait qui sont des bons souvenirs parce que ça me challengeait. J'ai eu de très gros rôles, que ce soit avec Julien Kramer ou Charlotte Correa, voilà, qui ont pu aussi me mettre dans d'autres codes, hein, voilà, pas forcément que sur des acteurs noirs, et puis voilà, des choses très, très retenues, très, voilà, où limite tu sois juste toi, ta voix, et ça m'a beaucoup fait évoluer, les rôles qu'ils ont pu me donner, notamment Julien Kramer m'a donné un très gros rôle dans Top Boy, voilà, univers de drogue, de cité, de thug, machin, pas moi du tout, mais il a senti un truc et il m'a amené vers ça. C'est quoi l'idée? J'ai besoin de ta permission pour dealer? Ou alors, tu veux la mienne? Les choses ont changé dans le coin. En face, t'as plus les mêmes blaireaux. Nous, on est les ZT. Quel acteur tu prends le plus de plaisir à doubler ou à retrouver parmi tes doublages? Alors, pour l'instant, celui que j'ai le plus retrouvé, c'est Billy Porter. Je vais pas te dire que c'est Billy Porter, donc je vais changer. Parce que, en fait, et puis surtout, Billy, en fait, il est pas facile, hein, à choper tout ça. Par exemple, dans American Horror Story, t'en parlais tout à l'heure, ouais, je dis, punaise, ouais, il fallait chercher, retrouver son phrasé dans autre chose qui était plus sinistre, sorcier, tout ça. Donc c'était différent. Ces esprits n'ont pas envie qu'on les voit. Nous ne sommes pas les bienvenus chez eux. Et si nous voulons pouvoir leur parler, il faut les forcer à se montrer. La famille du Suprême est morte ici. Elle en sait forcément long sur Michael. C'est sûr. Ce sont les autres qui m'inquiètent, pour être honnête. Il y a plus de monde ici que dans une auberge de jeunesse en France. Mais là, en ce moment, j'aime beaucoup doubler Brandon McKnight. J'ai pu le retrouver dans un autre film. Et je le double dans Flash. Voilà, donc DC Comics, tout ça, j'adore cet univers. Et quand on m'a dit Flash et tout, j'ai fait waouh, trop bien, parce que je les regarde. Et lui, en fait, ce que j'aime bien, c'est que là, je crois que c'est le moment donné où j'ai découvert aussi que j'étais pas un acteur aussi
drama, parce que moi, tu vois, je me disais, ouais, moi je veux jouer des trucs sombres, des trucs qui impliquent, alors qu'en fait, je suis plus dans la comédie que ce que je pensais, et je l'ai découvert vraiment avec lui, où 10 ruptures à la seconde, il parle, il a un débit, machin, hey party people, hey les gars, nana, oh Flash, t'adore et tout, enfin... Il y a 40 personnes dans sa tête, comme moi dans la vie. Et du coup, c'est ça qui est cool, parce que ça me permet de me lâcher plus aussi, de plus être sur du texte, d'être dans le jeu à fond, de voir ce qu'il fait à l'image, et c'est plutôt pas mal. Donc, après tout ça, je suis en mode, au moins grand-mère Runk est toujours ma grand-mère. Vous voyez, vu que j'étais chez Jitters à commander un Vibacino, et tout d'un coup, j'aperçois les bras d'un T-1000 surgir du comptoir pour m'attraper. Mais bon, heureusement, Chester P-Runk sait surveiller ses arrières. Merci beaucoup, Mike. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière de comédien, plus précisément dans le doublage. Que nous dirait Prétel pour clôturer cette interview? Alors, Prétel dirait... La catégorie est Johan VF en série Realness. Alors ne loupez pas l'interview tous ensemble et merci beaucoup ma chérie. Merci.